bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions destinée à vous raconter la saga Ultimate chez Marvel. Vous avez été des milliers, je peux vous donner le chiffre, vous avez été 8000 à lire et découvrir Ultimate Spider-Man en omnibus. Le volume 1 a été tiré à 8000 exemplaires, 3 tirages, c'est un phénomène, c'est un plébiscite, c'est un énorme succès, un succès à la hauteur de la légende de cette série Ultimate Spider-Man qui a été la première série à lancer cet univers Ultimate qui a plus de 20 ans, qui reviendra en 2024 avec une nouvelle incarnation et une nouvelle destinée. Il est temps de revenir sur cette saga qui a rythmé le marché des comics et qui a fait plaisir à des millions de fans. Ultimate commence au début des années 2000, mais avant de plonger dans ces années 2000, nous allons regarder dans le rétroviseur et parler de ce qui s'est passé avant. Au début des années 90, vous le savez, les comics ont le vent en poupe. Il y a des superstars. Jim Lee sur X-Men, il partira sur Wildcats. Des gens comme Todd McFarlane qui font des merveilles avec Spider-Man. Il quittera Marvel pour créer Spawn. Marc Silvestri qui cartonnait sur Wolverine et qui va créer Cyberforce chez Image Comics. Rob Liefeld qui avait fait de X-Force un énorme succès et qui ira vendre des millions d'exemplaires de son Youngblood. Tous ces comics ont été des phénomènes pour plein de raisons. D'abord parce que les auteurs étaient des stars, ils étaient vraiment incroyables. Et puis il y avait cette période assez folle où ce qu'on appelle les spéculateurs, les gens qui venaient d'autres milieux de collectionneurs, comme par exemple les trading cards de baseball ou de football américain, eh bien se sont dit qu'ils allaient également thésauriser des comics qu'ils revendraient dans 20 ans et qui prendraient certainement de la valeur. Le grand public s'est emparé de ça. Certains comics se sont vendus à des millions d'exemplaires. Marvel a très largement bénéficié de ces ventes complètement folles avec des chiffres fous, des chiffres complètement fous. Plus de 2,5 millions d'exemplaires pour le Spider-Man de McFarlane, 8 millions d'exemplaires pour le X-Men numéro 1 de Jim Lee. C'est le comics le plus vendu sur le marché américain. C'est tout simplement incroyable. Mais les années 90 ne sont pas de tout repos. Elle a connu de sommets, mais elle a aussi connu un énorme trou. La fin des années 90, Marvel étant faillite, et Marvel est une société qui ne vaut plus rien, c'est juste un catalogue de personnages. Les comics arrivent à survivre, les superstars ne sont plus là. Les ventes sont faméliques et Marvel a du mal à exister, si bien que Marvel aurait pu disparaître tout simplement à l'époque. Un des espoirs suscités vient des droits ciné qui sont vendus par le studio, à l'époque par Marvel, pour faire des films sous licence. Le premier est un succès incroyable, hein, c'est le film Blade, et il y en aura 3. Et puis arrive le film X-Men en 2000 et le film Spider-Man de Sam Raimi en 2001. Ces films vont sauver Marvel et Marvel va pouvoir se refinancer jusqu'à la vente quelques années plus tard à Disney et l'avènement de Marvel Studios que vous connaissez. Donc le cinéma a permis à Marvel d'exister, mais Marvel est dans une passe très compliquée, si bien qu'il tente des choses éditorialement. Joe Quesada, ancienne star de Marvel qui avait relancé la série X-Factor et qui après a créé son propre studio qui s'appelait Event Comics avec le personnage de H, arrive avec Jimmy Palmiotti et il crée un label. Et dans ce label, ils ont le droit en gros de faire ce qu'ils veulent. Ils vont chercher leurs copains auteurs, ils vont chercher des auteurs qui viennent de la scène Vertigo comme Garth Ennis, par exemple Steve Dillon qui avait fait Preacher, ils les mettent sur la série Punisher, des séries comme Black Widow, des séries évidemment comme Daredevil qui est repris par Joe Quesada au dessin, et ils font venir une star du cinéma indé américain, Kevin Smith, auteur de Clerks et auteur de Chasing Amy, auteur de Dogma, qui va venir scénariser 8 épisodes. Évidemment, ça va mettre un projecteur et de la lumière là-dessus. C'est un succès. Joe Quesada devient le nouveau patron de Marvel Comics, nouvel éditeur en chef, et il décide d'appliquer sa méthode à l'ensemble des séries qu'il publie. Naîtront des choses absolument incroyables comme les New X-Men de Grant Morrison, comme X-Statix de Michael Red et Peter Milligan, les Extreme X-Men de Chris Claremont et Salvador Larroca, les Daredevil de Brian Michael Bendis et Ed Brubaker. Il y a des choses absolument incroyables dans cette époque. C'est une époque riche, c'est une
une époque de création, c'est une époque de créativité et c'est une époque de liberté. Mais le problème reste le poids de cette continuité et cette question qu'on continue à se poser aujourd'hui, comment faire venir de nouveaux lecteurs, comment changer l'eau du bain, comment faire en sorte que de nouvelles personnes poussent la porte des comic shops et achètent les comics. Aujourd'hui, vous le savez, c'est un problème, ça l'était déjà à l'époque. Et le problème, c'est que les comics ne sont pas pensés à l'époque pour être des histoires reliées dans des beaux volumes, dans des albums comme ça, dans des deluxe ou dans des 100% ou dans des trade paperback. C'est une succession d'épisodes, on change de dessinateur souvent, et puis ça fait des choses pas très cohérentes, et puis il n'y a pas vraiment de marché dans les librairies pour vendre des albums et collecter des dizaines ou des centaines d'épisodes de Spider-Man. Le poids de la continuité est compliqué, comment intéresser les gens à Spider-Man après les années McFarlane, après la saga du clone, après des périodes glorieuses et d'autres beaucoup moins, comment réintéresser les gens, comment intéresser ces nouveaux lecteurs, comment recruter et surtout comment moderniser. C'est pas facile de séduire les lecteurs de 1999 ou de 2000 avec des comics qui ont été dessinés en 1961 ou en 1962 avec tout le respect et l'amour que nous avons pour les dessins de de Jack Kirby et Steve Ditko. Ces dessins sont incroyables, mais ils n'ont pas la modernité des dessinateurs d'aujourd'hui et ils ont été complètement dépassés par le style de McFarlane et par le style de tous ces dessinateurs des années 90 qui avaient un talent fou. Il faut parler tout simplement à la génération d'aujourd'hui. Les goûts ont changé, c'est normal. On ne lit pas la même chose que nos parents, nos enfants ne lisent pas la même chose et donc que va lire cette nouvelle génération? Il faut pouvoir leur proposer des comics. Il faut également penser à l'avenir, il faut regarder devant et construire cet avenir. Alors Marvel a bien essayé des choses dans les années 90 avec notamment, vous vous en souvenez, Heroes Reborn. Heroes Reborn, c'était une sorte de Ultimate avant l'heure. Ils ont pris un dessinateur star revenu chez Marvel, Jim Lee, ils l'ont mis sur la série Fantastic Four. Fantastic Four fait partie des séries historiques de Marvel. C'est pendant très longtemps, pendant des décennies, ça a été un comics qui s'est très bien vendu, qui aujourd'hui a été beaucoup moins exploité en comics et au cinéma, mais qui a toujours fait partie de l'histoire de Marvel. C'est même l'ADN de Marvel. Ils l'ont mis, il y a eu, mais le problème c'est que ça a duré 6 épisodes et que la sauce n'a pas pris et qu'il y avait peut-être un manque de direction artistique sur le long terme. Il y avait un côté in your face, les ventes étaient bonnes, le premier numéro s'est vendu à 300 000 exemplaires, mais ça n'a pas été suffisant. Pareil pour le Iron Man de Wal Sportaccio, il y a eu du sang neuf, il y a eu de la fraîcheur, mais les lecteurs s'y sont perdus et puis la crise est arrivée. Le Captain America de Rob Liefeld, également vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, énorme succès, et il n'a pas suffi à relancer tout ça. Il y a eu une autre tentative avec le personnage de Spider-Man. Quand on parle d'ADN de Marvel, Spider-Man, c'est Marvel. L'objectif, c'était avec le talent de John Byrne dans les pages de Spider-Man Chapter 1 de re-raconter les origines de Spider-Man, mais de façon un petit peu plus moderne, avec un trait un peu moderne. Et bien, c'était une recette du passé qu'ils ont utilisée, parce que John Byrne, il l'avait déjà fait sur Superman quasiment 10 ans avant. Il avait fait un travail formidable, c'est disponible dans les Superman Chronicles de 1987. Je vous invite à les regarder. Mais 10 ans après, eh bien, les goûts ont changé. Et puis on ne peut pas y avoir été. John Byrne, ça a été une légende. Ça a été un dessinateur fabuleux. C'est un des dessinateurs qu'on adore. Son travail sur les Fantastic Four et sur les X-Men, il est à mettre dans un musée. Mais en 1996, 97, 98, eh bien, les gens ne veulent pas relire des choses qui ont un petit goût du passé, ont le goût d'une madeleine réchauffée. La mayonnaise ne prend tout simplement pas, seulement 12 numéros sortent et ce Chapter 1 est refermé. De John Byrne n'a plus le vent en poupe, c'est une gloire du passé et il faut trouver de nouvelles idées. Mais cette idée, après l'avoir testée dans Heroes Reborn et Spider-Man Chapter 1, Marvel ne l'abandonne pas et c'est donc sous la gouvernance de Joey Quesada et Bill Jemas que cette nouvelle incarnation va prendre forme. D'autant que, au même moment, je l'ai dit tout à l'heure, X-Men de Bryan Singer, le numéro 1 sort en 2000 et devient une sorte de succès surprise, parce que ça aurait pu se planter complètement. Le film était assez réussi, malgré son budget limité. Et l'année suivante, en 2001, le Spider-Man de Sam Raimi devient un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. C'est un succès qui donnera une trilogie devenue culte.
Là, Marvel se dit qu'avec les bons ingrédients, les bons auteurs et la bonne méthode, c'est possible de réinventer ces comics, réinventer ces personnages, les dépoussiérer, les moderniser et surtout faire quelque chose qu'ils n'ont pas réussi sur Heroes Reborn et sur Chapter 1, tout simplement réussir. Donc ils vont repartir d'une page blanche et prendre les icônes de la maison. Ils n'ont plus les droits des X-Men parce que c'est la Fox qui les a. Ils n'ont plus les droits de Spider-Man au cinéma puisqu'ils sont chez Sony, mais ils ont tous les droits de tous les personnages en comics. Ce n'est pas comme au cinéma, ils peuvent tout réinventer. Et ils vont partir sur les 4 pieds de la table sur laquelle repose cet empire Marvel, sur les 4 colonnes qui portent le Colisée Marvel. Spider-Man, les X-Men, les Avengers et les 4 Fantastiques. Voici les 4 héros qui vont devenir les personnages les plus importants. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est on repart d'un des numéros 1. Donc on ne va pas nommer ça Amazing Spider-Man 453. On fait un nouveau numéro 1. Ça c'est la base. Faut dire qu'à l'époque, c'était quelque chose d'assez nouveau. Il y avait eu Heroes Reborn, il y avait eu Chapter 1, il y avait eu X-Men numéro 1 par Jim Lee, il y avait eu Spider-Man numéro 1 par Todd McFarlane, mais relancer une série au numéro 1, quelque chose qui arrive maintenant tous les 18 mois, à l'époque, c'était encore rare. Il faut avoir ça en tête. On fait fi de la continuité. On arrête de se dire la continuité, la saga du clone, il est marié, il n'est pas marié, il est divorcé, il a des enfants, il n'a pas des enfants. On s'en fout, Peter Parker, on repart de zéro, c'est un adolescent et il est un adolescent de notre époque. On va tout raconter de façon moderne avec des dialogues modernes, des dialogues de notre époque. Donc on en parlera tout à l'heure, mais Brian Michael Bendis va faire un travail incroyable sur Ultimate Spider-Man. Et ils vont faire appel à des dessinateurs également qui parlent à la génération de lecteurs d'aujourd'hui. Il faut que les dialogues soient savoureux, il faut que ce soit punchy, il faut que ce soit drôle et il faut que ça réponde aux critères de ce que les gens voient à la télévision, au cinéma. Il faut que ce soit dans l'air du temps. Tout simplement, il faut aussi que Peter Parker ne soit plus ce Peter Parker avec une vieille mobilette et des grosses lunettes rondes. Il faut que ce soit un Peter Parker qui ait une coupe de cheveux comme dans les années 2000. Il faut qu'il soit habillé comme un jeune des années 2000. Il faut que, à l'époque, il était pigiste à 16 ans au Daily Bugle. Ben non, là, il bosse pour le site internet du Daily Bugle où il fait un stage. Voilà, il faut que ce soit un peu plus réaliste parce que dans les comics des années 2000, il faut que le réalisme entre évidemment en ligne de compte. L'idée aussi c'est d'allonger. Si vous prenez les origines de Spider-Man, les 11 premières pages de Stan Lee et Steve Ditko, vous avez en 11 pages, vous avez tout. Et en 11 pages, il y a la mort de l'oncle Ben, il a ses pouvoirs, première mission, il devient un héros, il a son costume. Là, Brian Michael Bendis, il dit on va prendre le temps. Et donc le premier arc qui est là, qui existe en Must-Have, qui s'appelle Pouvoir et responsabilité, reprend évidemment les 11 pages, mais les étend. Et ce n'est pas il rallonge pas la sauce avec sans rajouter d'ingrédients. C'est-à-dire que ils prennent le temps de raconter, d'avoir des personnages forts, une caractérisation, des dialogues. On connaît le destin et le passé de chaque personnage. On comprend évidemment qui est qui et c'est brillamment écrit et mis en scène. C'est moderne, c'est frais et c'est tout à fait ce qui répond au goût d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, les dessins contemporains, c'est important. Mark Bagley, évidemment, est nommé sur Ultimate Spider-Man. On est loin, évidemment, du style de Ditko, même si on est, bien entendu, complètement fidèle à ce que l'esprit de Ditko, il faut un dessin moderne pour les années 2000. On ne raconte pas les histoires de la même façon en 1960 et en 2000. Il faut vraiment avoir ça en compte. Et puis on ne peut pas rivaliser avec Todd McFarlane. Donc plutôt que d'aller chercher le sensationnel et un dessinateur qui restera 4 numéros, on prend Mark Bagley. Mark Bagley, c'est un auteur absolument génial qui a déjà travaillé évidemment sur Spider-Man et il est déjà connu pour sa fiabilité, capable de délivrer les pages et de pouvoir tenir un rythme mensuel. Il faut des dessinateurs promus, il faut des dessinateurs confirmés. Mark Bagley pour Ultimate Spider-Man, Adam Kubert et à la couverture c'est Joey Quesada pour Ultimate X-Men, alors qu'il avait déjà travaillé sur Wolverine et les X-Men, on en parlera tout à l'heure. Voilà, ces dessinateurs sont promus au rang de stars. Voilà, Marvel a décidé de créer ces nouvelles stars, puisque les anciennes sont parties. Il faut créer des nouvelles stars maison et faire en sorte qu'ils soient là longtemps. Les 2 premières séries annoncées sont donc Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men. D'autres suivront, bien entendu. Nous aurons quelques années plus tard
les Ultimate Fantastic Four, qui n'ont pas encore été réédités en version française, et les Ultimates, c'est tout simplement les Ultimate Avengers, un récit complètement culte dont on reparlera également très bientôt. Alors, Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, c'est tout simplement une série qui est pensée d'abord... alors, c'est Brian Michael Bendis qui l'a scénarisé. Elle a été conçue par Joe Quesada et Bill Jemas. Bill Jemas, il aimait bien mettre son nom partout. Et il a fait un travail formidable, il faut le reconnaître, mais c'est écrit par Brian Michael Bendis. Pour les 7 premiers numéros, Bill Jemas est co-crédité, mais c'est vraiment Brian Michael Bendis qui sera le grand artisan de cette série. Il va d'ailleurs faire plus de 160 numéros de la série, et il va vraiment tout révolutionner. Quand il arrive sur la série, quand il arrive et qu'il lance Ultimate Spider-Man, Brian Michael Bendis, c'est pas encore une superstar. Il vient de la scène indépendante. Il a bossé, il a auto-publié des comics dans son label Jinx World. Il y a d'abord une série qui s'appelle Jinx. Et puis il a été repéré par Todd McFarlane, parce que Todd McFarlane, il aime bien faire travailler des nouveaux talents. Et à l'époque, il l'a mis sur sa série Sam and Twitch, les 2 personnages de Spawn. Vous savez, les 2 enquêteurs qui aident ou pas de temps en temps Spawn. Il va être repéré parce que son ami David Mack va travailler sur Daredevil avec Joe Quesada, parce que Joe Quesada et David Mack se connaissaient, et David Mack va présenter Brian Michael Bendis à Joe Quesada. Et donc il va être embauché, et ça va être une de ses premières séries régulières au long cours, et il va arriver, puisqu'il prendra Daredevil par la suite, il va arriver sur Ultimate Spider-Man. Je vous l'ai dit, c'est pas une star. D'habitude, il fait des polars indés en noir et blanc qu'il dessine lui-même. Il était dessinateur à la base. C'est un peu un dessinateur maudit. Il n'a pas vraiment un talent de dessinateur. Il a un talent de dialoguiste absolument incroyable. Et c'est une révélation. C'est une révélation totale parce que d'abord, il comprend la jeunesse. Il écrit très bien la jeunesse. Il écrit parfaitement les dialogues. C'est punchy, c'est jeune, c'est dynamique, c'est frais, c'est drôle. Et puis, il y a cette façon de faire s'enchevêtrer les bulles, comme là, où on a vraiment du dialogue. On est comme dans une sitcom, on est comme dans une série télé, et il y a véritablement une modernité dans l'écriture qui va plaire à des milliers de lecteurs. Il a ce sens du dialogue absolument incroyable, et il va faire de cette série un succès. Je vous l'ai dit, Mark Bagley, c'est un dessinateur qui est là depuis longtemps chez Marvel. Il a débuté avec les New Warriors, qui ont été réédités chez Panini en intégrale. Il a fait les Thunderbolt avec Kurt Busiek, qui ont été réédités en omnibus cet été. C'est un des artisans de la saga du clone. Donc il a déjà dessiné Ultimate Spider-Man. Et il a déjà dessiné Spider-Man, et donc il va être promu sur Spider-Man. Il saute dans le grand bain, et il va vraiment être promu. C'est-à-dire que d'un coup, c'est à lui qu'on confie les clés après de bonnes années d'apprentissage et de bons et loyaux services. Il est devenu ce dessinateur incroyable, capable de tenir une série. Alors, c'est sûr que quand on annonce Mark Bagley en 2000 sur la série, il n'y a pas l'effet waouh escompté, parce qu'il a déjà fait du Spider-Man, et puis ben, c'est pas Jim Lee, c'est pas Todd McFarlane, c'est pas Joe Madureira, c'est pas un dessinateur qui va vous en mettre plein les yeux, mais en fait on se rend compte à quel point son travail est essentiel et génial quand on feuillette les pages et qu'on voit son sens du storytelling et son dessin parfaitement adapté à cette série. Avec le recul, on se rend compte à quel point c'était le bon choix. 110 épisodes, il va faire 110 épisodes de la série, il va battre le record de Jack Kirby sur les Fantastic Four, c'était aussi son pari. Il reviendra sur la série pour la conclure, on en reparlera plus tard, et c'est une série qui va lui amener une notoriété absolument incroyable et une reconnaissance éternelle de la part de tous les lecteurs qui continuent d'admirer son travail et de le suivre. Il reviendra plein de fois sur Spider-Man ou Ultimate Spider-Man dans les années qui suivent, mais voilà, sa carrière est faite avec cette série. On se souviendra de lui pour cette série, et sa série fera date. J'ai dans les mains Ultimate X-Men numéro 1, eh ouais, j'ai un exemplaire de Ultimate X-Men numéro 1, eh ouais, je l'ai acheté à l'époque, je l'ai acheté en février 2001, et je suis trop content de l'avoir. Ultimate X-Men, c'est la même chose. Il décide de repartir sur les fondamentaux et de raconter les origines des X-Men. Donc le professeur Xavier va aller à la recherche de mutants un peu partout dans le monde, et va créer une équipe, d'abord pour les entraîner, apprendre à maîtriser leur pouvoir, et surtout faire en sorte que les mutants soient reconnus, parce qu'ils sont plutôt haïs et chassés, une forme de racisme envers les mutants déjà à cette époque. L'idée est d'aller
moderniser la série et de ne pas repartir sur les premiers X-Men, donc Cyclope, Jean Grey, le Fauve, Iceman et Archangel, même si on les verra évidemment dans la série, mais de partir sur une équipe qui mélange les deux époques, avec évidemment Cyclope et Jean Grey, mais aussi Tornade, le Fauve, on l'a dit, et Colossus. Wolverine, qui est en couverture, arrivera dans les pages, je ne veux pas vous spoiler son arrivée. Les couvertures sont d'ailleurs signées par Joey Quesada, dans un style semi-réaliste, semi-peint, qui était très à la mode à l'époque. C'est pas ce que je préférais, les couvertures à l'époque, mais elles existaient, et puis voilà, j'aimais pas spécialement ni les logos ni les couvertures, mais peu importe le flacon, l'ivresse était là, et on en s'est vraiment tous régalés à ce moment-là. C'est Mark Millar qui est nommé scénariste. Alors Mark Millar, à l'époque, c'est pas la superstar qu'on connaît, hein. Il a fait Superman Red Son, qui est déjà culte, mais qui a bénéficié d'une édition tellement chaotique que c'est pas encore super culte, ça le deviendra par la suite, et il a fait Authority. Authority, à la suite de Warren Ellis, où il a littéralement montrer l'étendue de son talent. Ça a été sa carte de visite dans le monde des comics, et sa vie a changé le jour où il a fait Authority. Il est embauché pour faire les Ultimate X-Men, plus tard il fera les Ultimates, mais on en reparlera dans un autre épisode, il va mettre tout son talent au service de cette série. Il adore les comics, il adore les X-Men, et il a envie clairement de dépoussiérer les X-Men. Il va le faire, et il va en faire une série culte. Il va faire 34 numéros qui seront complètement géniaux. Tous sont réédités dans l'omnibus que voici, que voilà. Les 33 épisodes même. 33 épisodes de Mark Millar sont réédités dans Ultimate X-Men. Et ils sont tout simplement incontournables parce que c'est génial, ça pose les bases de cette série absolument fantastique qui réinvente totalement les X-Men. Je le dis souvent, si vous voulez découvrir Spider-Man, commencez par Ultimate Spider-Man. Si vous voulez commencer les X-Men, commencez par Ultimate X-Men. Alors ok, c'est compliqué de nos jours parce que vous avez ce tome 1 et pas le tome 2 dans la collection Must-Have, et sinon il faut débourser entre 70 et 90 € pour acheter ces omnibus. Ils sont au nombre de 4, et tout le monde n'a pas 70 € à mettre dans un comics. On espère que en 2024, ces séries auront le droit à une nouvelle édition dans une nouvelle collection. Mon petit doigt me dit que oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur Mark Millar? Mark Millar, ça va devenir une superstar. Il va faire All Man Logan, Civil War, évidemment, que vous connaissez tous. Puis il va lancer ses propres séries, d'abord Kick-Ass, puis Jupiter's Legacy. Après, vous connaissez la suite, Magic Order, Big Game, Ambassador, Night Club ou Nemesis Reloaded. Des séries qui vont sortir dans les prochains mois en France, et un auteur qui revend son studio à Netflix et ses créations, et qui devient à la fois richissime et une superstar, un auteur qui compte. Adam Kubert, on l'a dit, alors c'est une légende, c'est déjà une légende quand il lance cette série. Il est un peu promu également, parce qu'il avait déjà fait du X-Men, il avait déjà fait du Uncanny X-Men, il avait déjà fait du Wolverine, il a fait même la série Weapon X pendant l'ère d'Apocalypse, et là on va lui donner les clés, un numéro 1, pour faire de cette série un succès. Il sera aidé par son frère, Andy Kubert, qui fera quelques numéros pour l'aider, et puis il y aura des fill-in, d'autres dessinateurs qui vont venir l'aider, comme David Finch par exemple, pour que la série puisse se sortir. Alors il y a moins de continuité graphique dans Ultimate X-Men, mais vous allez vous régaler. Voilà, là vous avez, je vous dis, les 33 épisodes de Mark Millar au scénario, avec plusieurs dessinateurs, Adam Kubert, on l'a dit, et David Finch, Chris Bacalo, et plein d'autres, Carrie Andrews, qui lui filent un coup de main. Ça reste quelque chose d'exceptionnel, et ça fait une série absolument savoureuse. Ultimate X-Men sort en 2000, Ultimate Spider-Man sort en 2000, et c'est un succès. Alors c'est pas un succès à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, parce que le marché est un peu échaudé par ce qui s'est passé avant, parce que par les invendus, donc ils décident d'y aller mollo. Et donc c'est 50 000 exemplaires en 2000. On pourrait penser que c'est peu, mais c'est le début, parce que cette série va gagner des lecteurs de mois en mois, parce que le bouche à oreille va se mettre en route, et la série va monter à plus de 100 000 exemplaires au plus fort de son succès. Pour les Ultimate X-Men, eh bien c'est tout de suite un plébiscite, puisque quelques mois plus tard sort Ultimate X-Men. J'étais aux États-Unis quand ce premier numéro est sorti. C'est 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires, ce qui est à l'époque absolument incroyable. Les libraires sont contents, les lecteurs sont ravis, l'éditeur se réjouit, et c'est tout simplement le renouveau et le départ d'Ultimate X-Men. Ultimate X-Men sera un vrai projet. Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men seront des vrais projets
pour Marvel. Le but est de vraiment capitaliser sur cette collection pour séduire des nouveaux lecteurs et faire en sorte de renouveler évidemment le lectorat. Ce sera un succès parce qu'on l'a dit, les anciens s'y retrouveront, les nouveaux lecteurs également. Il y a même des magazines aux États-Unis qui sortiront. Ultimate Marvel, ça durera quelques numéros. Et ce sera l'occasion de découvrir à travers d'autres réseaux de distribution, parce qu'il y a aussi toujours la problématique des réseaux de distribution quand on parle des comics. Et il y a toujours ce problème-là, mais voilà, il y aura vraiment des projets qui arriveront, et puis ça sera aidé par le cinéma, avec la sortie d'X-Men 2, Spider-Man 2. Ce sont des comics très différents de ce qu'on peut voir au cinéma, ce n'est pas l'adaptation de ce que vous voyez au cinéma, ce sont d'autres voix qui vraiment s'élèvent, et ce sont véritablement d'autres projets, tout simplement. Aujourd'hui, les deux séries Ultimate Spider-Man et Ultimate X-Men sont disponibles en omnibus en version française chez Panini. Je vous invite à lire ces séries parce que elles sont évidemment cultissimes. On espère, je vous l'ai dit, une réédition dans une collection plus accessible. Bien entendu, ce serait super chouette. Ultimate X-Men, il y a un seul omnibus pour le moment. Ultimate Spider-Man, il y a 4 omnibus pour les 160 numéros de la série principale. Un omnibus compendium pour toutes les mini-séries annexes. Et puis après, il y a ce relaunch avec un nouveau personnage dans le costume de Spider-Man, Miles Morales, toujours scénarisé par Bendis, mais ce sera l'objet d'un autre épisode. La suite, eh bien, elle sera racontée dans les prochains épisodes, puisque de quelques mois plus tard sortira Ultimate Fantastic Four par le fantastique Mark Millar toujours, et dessiné par Adam Kubert au départ, puis Stuart Timonen, des dessinateurs absolument incroyables, et bien sûr les Ultimates, qui sont les Ultimate Avengers. L'intégralité des épisodes sont à découvrir dans un omnibus qui vient de sortir. Ça, ce sont des récits qui ont fait date également, et qui, bien sûr, feront l'objet d'épisodes à suivre. Voilà, je vous invite évidemment à suivre ces émissions pour continuer à en savoir plus sur la saga Ultimate Marvel, cette success story qui a débuté en 2000 et qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années, des heures de lecture absolument incroyables. Lisez Ultimate Spider-Man, lisez Ultimate X-Men, et on se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode. Salut!